merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, moi, je travaille pour Vinvention. Nous sommes fournisseurs fabricants de solutions de bouchage et nous avons décidé de parler des tendances que nous réalisons aujourd'hui en 2023. Donc, des tendances que nous voyons sur le marché, chez nos clients, etc. J'ai choisi comme titre le difficile équilibre entre développement durable et économie. On y reviendra, mais on voit qu'on est vraiment sur un fil tendu entre ces deux axes. Donc, on a identifié 4 tendances clés que je vais définir aujourd'hui. Il y a tout d'abord le bouchage durable, le bouchage économique, la recherche du zéro défaut, de l'homogénéité bouteille à bouteille et la réflexion par rapport à l'empreinte carbone. La première tendance que je voulais aborder aujourd'hui, c'est vraiment la recherche d'une solution de bouchage durable. Bien entendu, ce n'est pas une tendance uniquement 2023, on remarque ça depuis quelques années. La durabilité, c'est vraiment un critère important dans le choix du bouchon, mais pas que, dans le choix de tous les éléments de packaging. Aujourd'hui, on a identifié 2 axes majeurs, l'empreinte carbone, sur lequel on va revenir après, et tout ce qui est circularité qui prend de plus en plus d'importance. Et on voit que les matières premières sont vraiment remises en question. Il y a une grande attention qui est portée sur ce point. La deuxième tendance, c'est la recherche d'un bouchage économique. Suite aux différentes crises, on a commencé avec le Covid, aujourd'hui la crise des matières premières, des énergies, etc. Nos clients ont un cahier des charges à remplir et ils doivent répondre à un contexte économique. Dans cette difficulté, dans ce contexte très difficile vraiment d'approvisionnement en matières sèches, les préoccupations environnementales reculent un peu. L'important, c'est de pouvoir continuer à acquérir les différents éléments de packaging et de rester dans un budget donné qui est très serré. Donc, on va voir aussi comment est-ce qu'on peut allier ces deux tendances, économie et développement durable. La troisième tendance, c'est le zéro défaut et l'homogénéité bouteille à bouteille. On sait que les bouteilles à défaut ont un coût écologique, mais on pense peut-être moins souvent au coût économique qui est quand même important puisqu'il y a la bouteille, il y a l'étiquette, il y a tout le travail qui a été fait à la vigne. Tout ça est jeté, tout ça n'est pas utile et puis il faut remplacer les bouteilles à défaut dans beaucoup de cas quand on parle du goût de bouchon. Il y a un autre coût économique plus insidieux, c'est quand le défaut n'est pas trop marqué. Quand on a un goût de bouchon, le client, en règle générale, l'identifie et ne va pas se dire oh, « je n'irai plus me fournir dans cette cave-là ». Quand c'est un faux goût qui n'est pas exactement identifiable comme un défaut, le client aura tendance à ne pas rentrer en discussion, ne pas demander à ce que la bouteille soit remplacée, etc., mais ne va pas réacheter dans la même cave. Là, c'est un client perdu. Et puis aussi, il y a l'homogénéité bouteille à bouteille qui est très importante et qui est fort recherchée aujourd'hui parce que vous allez par exemple ouvrir une bouteille, déguster un vin, vous l'appréciez énormément, vous voulez faire partager cela à vos proches et quand vous ouvrez une autre bouteille, le goût n'est plus le même. C'est une déception. Pareil, l'acte de réachat est fortement remis en question. Donc, l'homogénéité bouteille à bouteille, aujourd'hui, c'est vraiment un critère très, très important. La quatrième tendance, c'est vraiment la réflexion autour de l'empreinte carbone. Donc, j'imagine que vous êtes nombreux à avoir entendu parler de la loi anti-greenwashing qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2023 en France. Cette loi impose aux marques de fournir une analyse de cycle de vie basée sur la norme ISO 14067 permettant de justifier justement les allégations en termes de neutralité carbone. Donc, on peut voir dans de nombreux magazines, mais également sur des packaging et autres, les mentions zéro carbone, empreinte carbone nulle, climatiquement neutre, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de mentionner cela s'il n'y a pas un lien vers un rapport de synthèse qui décrit le calcul de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, nous, on voit ça comme étant quelque chose d'extrêmement positif, luttant contre le greenwashing, c'est le but initial de cette loi, mais aussi permettant que ce soit à nos clients ou aux clients de nos clients, aux consommateurs finaux, de s'y retrouver dans ce monde où il n'est pas facile de croire toutes les allégations en matière de développement durable et de faire un tri dans tout ce qui est mentionné. Donc voilà pour les 4 tendances. Aujourd'hui, Vinvention veut apporter des réponses à toutes ces tendances et je vais vous décrire un petit peu les solutions que nous apportons. Tout d'abord, ce qu'il est important de savoir, c'est que toutes nos solutions de bouchage ont vraiment un socle commun de performance. On a parlé de sans défaut, sans goût de bouchon, sans colle polyuréthane, l'homogénéité bouteille à bouteille. Tous ces critères sont communs à toutes nos solutions de bouchage. C'est vraiment le socle de base de Vinvention. La première solution sur laquelle je vais venir, c'est la Nomacork Greenline.
n'est pas une solution récente, elle a été lancée en 2013, mais aujourd'hui, elle répond aux problématiques de bouchage durable, de zéro défaut et d'empreinte carbone neutre. C'est la seule gamme de bouchons sur le marché aujourd'hui à pouvoir prouver une allégation d'empreinte carbone neutre, prouvée par une analyse externe, bien entendu, pour répondre à cette loi anti-greenwashing. On est dans une perméabilité contrôlée, exactement, zéro risque de TCA. Donc, ça permet de répondre à ces tendances actuelles. Toujours dans la gamme Nomacork, nous avons la Nomacork Blue Line. Donc, nous sommes toujours dans le bouchage durable, dans le zéro défaut, mais ici, on entre dans la circularité parce qu'on est sur des bouchons fabriqués à partir de plastique recyclé. Donc, on contribue à l'économie circulaire. Pour le moment, on a 50% de matières premières issues du recyclage. Ce chiffre augmentera dans les prochaines années. On est fort dépendant des disponibilités en termes de matières premières. Et on a reçu la certification Net Zero Plastic to Nature. Donc, cela veut dire que le plastique qui a été nécessaire à la fabrication des Blue Line, la même quantité est extraite de l'environnement. Donc, on a tout d'abord le recyclage de nos bouchons, puisqu'ils sont tout à fait recyclables. On a aussi des collectes privées que nous organisons, notamment on travaille beaucoup avec l'association France Cancer, ce qui nous permet de récolter plus ou moins 80 tonnes de bouchons par an. Et puis, on s'est associé à des associations afin de pouvoir participer à des programmes de récolte du plastique dans le sud de la France. Le petit nouveau dans la gamme Nomacork, c'est le Nomacork Océan. On vient à peine de le lancer. C'est le petit frère, si je peux dire, de la Blue Line. Donc, on est toujours dans le bouchon durable, dans le zéro défaut, la circularité. Sa distinction, c'est qu'il est fabriqué à partir d'OBP, Ocean Bound Plastic. Donc, il aide à protéger les océans. En fait, ce sont des plastiques qui pourraient se retrouver dans les océans. Donc, tout ce qui est sur les côtes, tout ce qui est dans les rivières qui vont se jeter dans les océans, et également le matériel de pêche. Donc, on promeut là aussi l'économie circulaire. Ensuite, on sort de la gamme Nomacork. Nous avons la gamme Suber. C'est le premier bouchon micro naturel. Donc, c'est un bouchon à base de liège, mais qui ne comprend pas de colle polyuréthane, comme c'est le cas d'autres bouchons micro-agglomérés, etc. Donc, on est dans le bouchage durable, puisque l'absence de colle polyuréthane, on est dans le zéro défaut, forcément, et on est quand même sur un bouchon qui reste économique par rapport à des bouchons en liège naturel une pièce, avec un visuel qui est très similaire. Donc, on peut aussi ici répondre à la tendance de la recherche d'un bouchage économique. On a enfin les capsules à vis Vinvention. On est sur le bouchage économique, mais aussi sur le zéro défaut, puisque on garantit du coup la réduction du gaspillage par le zéro défaut. Et puis, c'est une solution aussi qui est recyclable. En conclusion, nous essayons d'être à l'écoute de toutes les tendances du marché, de nos clients, de ce qu'on peut entendre, de ce qui nous revient, pour proposer vraiment à chaque fois la solution adaptée aux besoins de nos clients, aux besoins du marché. Voilà, je vous remercie. Je suis à la fin de ma petite présentation, donc je passe la parole à l'orateur suivant. Je vais commencer par présenter rapidement l'entreprise. Chez Smurfit Kappa, nous fabriquons et transformons du carton et nous apportons des solutions sur mesure pour emballer tous vos produits. Dans le vif du sujet. Et posons-nous la question de quel est l'impact de nos produits sur l'environnement et comment le réduire. Pour simplifier la démarche, traduisons l'empreinte carbone de nos emballages par une équation simple en multipliant le facteur d'émission du carton ondulé, qui correspond à la quantité de CO2 émis pour fabriquer et transformer le carton, par la surface et par le poids. De cette équation découlent 3 pistes, 3 leviers pour diminuer l'empreinte carbone, la réduction du facteur d'émission du carton ondulé, la réduction des surfaces d'emballage et la réduction des grammes par mètre carré des emballages. Nous allons donc regarder de plus près ces 3 leviers. Pour commencer, regardons le facteur d'émission. C'est le levier que nous, en tant que fabricants de carton ondulé, nous devons travailler pour diminuer notre impact et diminuer l'empreinte carbone de nos emballages. Pour cela, nous avons entamé des actions depuis plusieurs années. Nous appliquons un modèle commercial circulaire qui nous permet de trouver la meilleure solution d'emballage recyclable pour chaque situation, tout en réduisant l'impact environnemental total et les déchets.
En matière de développement durable, chaque année, le groupe édite un rapport qui contient les actions réalisées et les engagements à venir. C'est ce que nous pouvons voir sur cette feuille de route. Au niveau du groupe, le point de départ du calcul d'émissions est en 2005. En 2017, nous avons atteint notre objectif 2020 qui correspondait à une baisse de 25% de nos émissions de CO2. En 2021, nos objectifs de réduction des émissions de carbone ont été approuvés par l'initiative Science Based Target, le SBTi, et jugés conformes aux exigences requises pour la réalisation de nos objectifs fixés par l'accord de Paris. Notre objectif 2030, c'est 55% de réduction des émissions de CO2 par rapport au niveau de référence de 2005, avec au total une soixantaine de projets qui sont déjà programmés pour atteindre cet objectif. Et notre engagement, c'est d'arriver au zéro émission nette d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, nous devons investir dès aujourd'hui dans des technologies du futur, les expérimenter, évaluer les résultats et les transposer à plus grande échelle en cas de succès. Maintenant, revenons à l'équation de départ et passons du facteur d'émission à l'éco-conception. Car l'éco-conception va également nous permettre de réduire l'impact environnemental de nos emballages. Donc, en parallèle du travail sur le facteur d'émission, en analysant l'emballage, le transport et l'énergie, nous avons développé des outils exclusifs pour une éco-conception efficace, basée sur plus de 70 levées d'action. Donc, le but n'est pas d'entrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez que si besoin, ces outils existent. Maintenant, faisons un focus sur le levier surface. Partons sur un cas concret de caisse par 6. Imaginons un besoin de 50 000 caisses avec calage et avec une estampille 80 lbs, ce qui va nous imposer des caractéristiques techniques minimum à respecter. Comparons 4 concepts avec une composition identique. Nous voyons que la surface, le poids et la palettisation varient selon la conception choisie. Donc, sur cet exemple, l'emballage avec un bilan carbone le plus faible est la caisse de 6 debout casier collé. C'est la caisse que vous voyez tout à droite, avec environ 34% de mètres carrés en moins que la version 1x6 chevalet, qui est la caisse d'à côté. Et sur les versions couchées, les solutions les plus intéressantes sont les versions rabat rentrant et 2x3 avec chevalet, avec respectivement 3 tonnes et 2,7 tonnes en moins d'émissions de CO2 par rapport à la version 1x6 chevalet. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il met en avant l'importance du choix du concept dans le bilan carbone. Maintenant, toujours par rapport à l'équation de départ, regardons le levier grammes par mètre carré. Pour diminuer le grammage des papiers utilisés, nous pouvons analyser le besoin en résistance à la compression verticale de l'emballage. Aussi appelé RCV, c'est le poids que l'emballage est capable de supporter avant de s'écraser. Et même si dans de nombreuses configurations, la bouteille est porteuse, il y a au niveau de la palettisation des solutions plus ou moins contraignantes pour l'emballage. Vous voyez à gauche le schéma d'une proposition colonnaire. Son plus, c'est qu'elle permet d'empiler tous les coins des caisses, qu'on appelle les dièdres, les uns sur les autres, et donc de moins solliciter le carton. Par contre, l'inconvénient dans cette configuration, c'est le manque de stabilité des piles. En effet, les piles vont avoir tendance à vouloir partir vers l'extérieur, plus elles vont être hautes. L'alternative pour améliorer la stabilité, c'est la configuration croisée, qui correspond au schéma du milieu. Par contre, dans ce cas, les dièdres ne sont plus les uns sur les autres. Et donc, la pression sur le carton se fait plus forte et le besoin en résistance augmente. On arrive à droite sur la configuration mixte, avec du colonnaire en bas de palette et du croisé en haut, ce qui en fait un compromis efficace entre sollicitation du carton et stabilité de la palette. C'est donc le plus souvent ce type de palettisation qui est à privilégier. Pour revenir à un cas concret, si on regarde l'impact carbone de l'expédition d'1 million de cols en France en caisse de 6 vrac, la partie emballage va générer à elle seule environ 27 tonnes de CO2. Et avec ces 27 tonnes de CO2, on peut rouler environ 230 000 km en voiture. Donc, toujours garder à l'esprit que le choix de votre emballage peut avoir un impact non négligeable dans votre démarche RSE.
Donc, pour conclure, je vous invite à aller consulter le site Smurfit Kappa, sur lequel vous allez retrouver une partie des informations que nous venons d'évoquer. Vous aurez accès en détail au rapport de développement durable, ainsi qu'à notre démarche Better Planet Packaging. Et si vous voulez plus d'informations, ainsi que des conseils sur l'éco-conception, n'hésitez pas à me contacter ou à remplir le formulaire de demande de contact sur le site Vinova. Je vous remercie. Merci à tous d'être présents. Donc, nous, aujourd'hui, Veralia, je vais vous présenter une des grandes tendances en termes d'éco-conception qui est principalement l'allègement de nos bouteilles. Aujourd'hui, quand on parle d'éco-conception, l'éco-conception entre et doit prendre en compte toutes les différentes étapes du cycle de vie. Donc aujourd'hui, quand on parle d'allègement, c'est un des points d'éco-conception, mais il faut savoir que le verre, de par sa circularité, rentre dans une boucle infinie, que ce soit de son extraction, de son traitement, de sa transformation, de sa commercialisation, et notamment de son recyclage. Mais aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur l'éco-conception et sur les bons réflexes qu'il faut avoir pour bien éco-concevoir son emballage en verre. Donc, les 5 réflexes qu'il faut avoir pour une bouteille en verre, c'est penser au réemploi, penser à l'allègement, penser à l'optimisation de la palette, éviter les perturbateurs de recyclage et également privilégier les réseaux de proximité. Donc, je vais un peu rentrer dans les détails de ces 5 réflexes-là à bien avoir. Sur le réemploi, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui puisqu'il est question qu'on fasse un webinaire dédié au réemploi. Il faut savoir que l'écosystème français est en train d'un peu de se bouger, voire même se rebouger, puisqu'en fait, c'est un écosystème qui existait par le passé et qui est en train, par différents acteurs, se redynamiser. Sachez que nous, on y travaille, on est simplement un des acteurs de la filière réemploi, mais on est très dynamique sur le sujet. Donc, je clôt la partie réemploi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et de les garder pour le prochain webinaire dédié. Par contre, quand on parle d'éco-conception du verre, il faut penser bouteille plus légère. Quand on parle de bouteilles plus légères, il y a 2 choix, soit prendre des bouteilles standards qui sont plus légères, qui ont été éco-conçues, ou également penser à alléger ses propres bouteilles spécialité. Quand on parle de bouteilles légères et éco-conçues, il faut savoir que Veralia, on a 14 ans d'expérience en termes d'allègement de nos gammes, et notamment via la marque Ecova. Donc, toutes nos bouteilles de nos gammes qui sont estampillées avec le petit logo Ecova sont des bouteilles qui ont été éco-conçues. Là, une des toutes dernières sur lesquelles nous avons communiqué, c'était la Crue de France, donc une bouteille champenoise. On était à 900 grammes, on l'a diminué de 7%, pour la diminuer à 835 grammes, qui est le poids de la champenoise classique. Aujourd'hui, on a allégé plus de 100 références, avec allant parfois jusqu'à 15% du poids initial. Sachant que le calcul est assez simple, hein. On réduit de tant de pourcents le poids des bouteilles, c'est autant de pourcentage de réduction de CO2, d'émissions de CO2. Donc, sauf que le poids, en général, pour la plupart d'entre nous, le poids de la bouteille fait référence à la valeur perçue de premiumisation de la bouteille. Or, le consommateur, qu'est-ce qu'il en pense de l'allègement? Eh ben, on a fait une étude. On a fait une étude pour évaluer justement la valeur perçue de l'allègement de ces bouteilles. Donc, on a fait une étude sensorielle sur 6 catégories de vins, donc soit des vins, les vins effervescents, le champagne, le whisky et rhum. Et on a évalué 4 critères: la qualité perçue, l'aspect, justement, est-ce que c'est cher, bon marché, la perception également sur la matière d'éco-responsabilité et l'envie, tout simplement, d'avoir envie de produits. Donc, le critère prédictif de l'achat. Et ben, le constat est assez frappant, c'est que aucune différence entre les 2 alternatives de poids n'ont été perçues. En tout cas, la perception n'a pas été activée. Et pourtant, on a fait manipuler les bouteilles. Et seulement 6% des interviewés ont constaté, en manipulant les bouteilles, qu'il y avait une différence de poids. Donc, en conclusion, le passage d'une bouteille classique, on va dire lourde, à son pendant allégé, n'est presque pas perceptible pour le consommateur et ne modifie pas, en tout cas, l'évaluation du produit. Et là, ce
qui est très intéressant, c'est l'opportunité de communication. Parce qu'une fois qu'on commence à leur dire, qu'on leur a expliqué que l'étude, en fait, que la bouteille qu'ils avaient entre les mains était le pendant léger de la bouteille qu'ils avaient dans l'autre main, et ben 88% des personnes interrogées ont vu ça comme quelque chose de positif, le fait qu'une marque allège ses bouteilles dans un souci d'éco-responsabilité. Donc, en conclusion, c'est que l'allègement des bouteilles, c'est neutre pour le consommateur et surtout positif quand il est expliqué. Donc, maintenant, vous êtes convaincus, vos clients sont convaincus. Quelles sont les bonnes pratiques de l'allègement? Eh bien, déjà, c'est limiter les pavés en verre. Alors, sur le vin, c'est vrai qu'on est un peu moins concerné, mais c'est limiter les hautes piqûres. Donc, soit en réduisant effectivement les piqûres ou en utilisant des pavés de verre creux. Privilégier les crans de fond plutôt que les crans meilleurs. Ou, encore mieux, c'est supprimer le cran en utilisant des indexages optiques. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, éviter les épaules droites et très bombées. Préférer des courbes plutôt soft. Et éviter les cols très longs. Éviter les bouteilles très larges en diamètre et éviter les jables très droits. Tout ça, en limitant tous ces éléments-là, et ben, ça permet d'économiser par-ci, par-là, des grammes de verre. Et à chaque fois, moins de verre, c'est moins de CO2. Le fait d'alléger et d'optimiser également les bouteilles en verre permet également l'optimisation de la palettisation. Et c'est mon troisième réflexe, l'optimisation de la palettisation. Il faut savoir que dès qu'on commence à toucher également aux dimensions de la bouteille, et ben cela permet également de limiter. On estime qu'on peut aller jusqu'à 6% de réduction de CO2 liée au transport, rien qu'en optimisant les dimensions et les dimensionnages de vos bouteilles. Donc, en optimisant le nombre de bouteilles et encore mieux en diminuant le nombre, en maximisant le nombre de couches par palette, on maximise ainsi le transport des bouteilles et donc son impact CO2 lié au transport. Deuxième réflexe sur l'optimisation des palettes, de la palettisation et du transport, c'est utiliser des emballages secondaires recyclables et favoriser les circuits de récupération de ces emballages. En gros, d'utiliser des intercalaires réutilisables. Aujourd'hui, nous, Verallia, on s'engage à reprendre les palettes PPA, donc les palettes, les intercalaires réutilisables, et cela fonctionne plutôt bien. Il faut avoir le bon réflexe d'utiliser. Donc, exit les plaques carton pour utiliser ces plaques réutilisables. Quatrième réflexe, et qui est très important pour nous, c'est éviter les perturbateurs du recyclage. Vous en avez 4, les 4 plus importants devant les yeux. C'est vrai que les 2 derniers, les infusibles et les matériaux non ferreux, vous êtes moins concernés sur le marché des vins, mais il faut savoir que les systèmes de traçabilité anti-vol de type puce RFID et les étiquettes plastiques indécollables sont pour nous les pires perturbateurs. Parce que la présence de ces éléments dans les bennes conduit en général à des éjections de verre restant collés au perturbateur. Mais en fait, ce verre-là, il sort de la boucle. Il sort du fameux circuit de recyclabilité de notre verre. Et également, ça a un impact également industriel avec des variations de teinte du bain de verre si le perturbateur n'est pas éliminé, notamment les étiquettes transparentes. Il faut savoir également que les puces RFID comportent des métaux qui représentent un danger pour nos fours verriers, puisqu'en fait, tous les métaux descendent au fond du four et viennent abîmer le four, donc ce qui peut avoir de graves conséquences. Donc, une des bonnes pratiques, c'est de placer le moyen de traçabilité plutôt sur le bouchon ou sur l'étiquette plutôt que directement sur la bouteille. Et ensuite, cinquième réflexe, c'est privilégier les réseaux de proximité. C'est favoriser l'approvisionnement local en matières sèches, donc favoriser des matières sèches qui sont fabriquées proches de chez vous, idéalement en France. C'est pour ça que nos usines sont plutôt proches de nos clients. Et ensuite, limiter au maximum les distances entre les sites de production, les sites de formation du produit et sa consommation et sa fin de vie. Et ensuite, on vous incite à rejoindre la démarche Fret 21, qui est cette démarche qui permet de réduire ces émissions de CO2 liées au transport, qui est un programme porté par l'ADEME. En conclusion, Verallia, on est très engagé en termes de RSE.
nous avons la chance de travailler un matériau qui est 100% recyclable à l'infini, qui est pour nous, on pense, le matériau de demain. On a des engagements très forts en termes de RSE. On s'est engagé à réduire de plus de 46% nos émissions de CO2 d'ici 2030, et l'allègement et l'éco-conception fait partie de ces points-là. Et pour cela, on travaille énormément sur nos gammes standards, mais il faut également travailler sur nos gammes de spécialité, donc vos bouteilles spécialité. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions. Je suis à votre disposition et je laisse la parole maintenant à Franck pour la dernière partie de ce webinaire. Bonjour, merci Alain. Donc effectivement, Franck Bourrière, je suis responsable commercial de la société ProofTag. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société qui a 19 ans cette année et qui œuvre depuis 19 ans dans le domaine de la traçabilité et la sécurisation des bouteilles. Donc je vais vous parler d'un sujet, on pourrait dire d'actualité, qui est devenu d'actualité récemment, qui est le QR code nutritionnel. Et donc c'est effectivement un sujet qui préoccupe bon nombre de nos clients. Entre parenthèses, ça préoccupe bon nombre de nos clients en France et très très peu à l'international. On est surpris d'ailleurs du niveau de préoccupation par les Français versus les Espagnols ou les Italiens. Alors, concernant ce QR code nutritionnel qui est, je dirais, un peu presque une patate chaude là, qui vient de nous arriver, déjà, parlons d'informations nutritionnelles. Les informations nutritionnelles, aujourd'hui, on y est confronté dans notre vie de tous les jours sur absolument tous les produits alimentaires. Donc là, vous avez typiquement une photo d'une canette de soda. Tout le monde a vu ces éléments-là. Certains y prêtent attention, d'autres non, peu importe. Le but, c'est vraiment d'informer le consommateur sur les valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients qui entrent dans la composition des produits. Alors, effectivement, le vin, toujours avec sa position un peu ambiguë, est-ce que c'est un aliment ou pas, ou est-ce que c'est un alcool, avait en quelque sorte échappé à ce positionnement. C'est vrai que dans les bières, on avait vu apparaître la liste des ingrédients, ça n'était toujours pas sur le vin. Bon, qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est assez difficile aujourd'hui de figer les éléments. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir du 8 décembre 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année, on va avoir, en théorie, obligation d'apporter ces informations nutritionnelles au consommateur. Qui c'est qui est concerné? Donc là, on parle d'absolument tous les vins, et plus largement les boissons alcoolisées, et c'est applicable aussi bien pour des vins qui seront commercialisés en bouteille ou en bag-in-box. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Alors, les déclarations nutritionnelles, c'est effectivement la valeur énergétique du produit, la quantité de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucre, de protéines et de sel. Déjà, on se rend compte que sur le vin, tous les éléments ne sont pas cochés. Mais qu'est-ce qui sera obligatoire sur l'étiquette? Alors, c'est vrai qu'on aurait pu se retrouver avec des placards comme celui qu'on a à l'écran là, sur les étiquettes de vin. Et là, on comprend forcément que je dirais l'ensemble de la profession n'était pas forcément, je dirais, enthousiaste à l'idée d'avoir ce genre d'informations venir faire grossir une contre-étiquette qui porte déjà pas mal de mentions légales. Et du coup, c'est vraiment une innovation majeure qui a été décidée, c'est que la seule mention obligatoire, ça sera la valeur énergétique, donc en kilojoules ou en kilocalories. Alors, attention, ça sera pour 100 millilitres, parce que 100 millilitres, c'est la dose pour tous les liquides, hein, comme on a 100 grammes pour les solides, à pas confondre avec l'unité, souvent le verre qui est effectivement à 125, donc c'est bien pour 100. Et là où il y a une innovation majeure, c'est que pour une fois, ces éléments-là ne seront pas obligatoires directement sur le produit. On pourra avoir un QR code qui va faire la liaison vers ces éléments de façon dématérialisée. Alors, le but, donc vous l'avez compris, la dématérialisation, c'est de faire disparaître tous ces éléments qui ne sont pas forcément esthétiques sur une bouteille et de les amener dans un système informatique. Donc, le but du QR code nutritionnel, c'est de créer ce lien vers cette information. Alors, ce qui a favorisé, je dirais, cette mise en place, c'est que le QR code
je dirais, à cause ou malgré le Covid, on va dire, a familiarisé grandement les utilisateurs avec ces technologies, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un pas sans en voir un et puis sans s'en servir de façon presque obligatoire. Et le Covid nous a contraints en quelque sorte à l'utiliser. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir, chaque producteur, mettre ces informations derrière un QR. Alors les informations ne sont pas dans le QR code, hein, on est d'accord. Elles sont stockées dans une plateforme qui va gérer les données et qui va générer ce QR code pour y avoir accès. Donc, une question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut un QR code spécifique? Pourquoi? Parce que les QR codes, on n'a pas attendu ce projet-là pour les voir naître, et donc il y avait nombre de viticulteurs qui les utilisent aujourd'hui. Alors, il faut savoir que le QR code qui est déjà utilisé par un producteur, que ce soit pour de l'information, je dirais, commerciale, marketing, dégustation ou autre sur son vin, ne pourra pas être le QR code qui est utilisé pour les valeurs nutritionnelles. Pourquoi? Parce que ce QR code sera vraiment dédié à ces valeurs-là. Donc ça veut dire que si vous aviez déjà un QR code, vous allez vous retrouver en quelque sorte avec deux QR codes. La question, c'est où c'est qu'on va placer ce QR code? Alors, a priori, il doit rester dans le champ de vision des mentions légales, c'est-à-dire là où on va retrouver la scintillisation, le degré d'alcool, le logo femme enceinte quand il s'applique, et donc il y a en général, on va le retrouver sur la contre-étiquette. Je vois très peu d'utilisateurs venir le mettre sur le frontal de la bouteille. Donc, la question derrière, c'est comment on le met en œuvre. Et effectivement, sont en train d'apparaître sur le marché toute une série de solutions techniques. Alors, Oftag est un des offreurs de solutions, mais il y en a d'autres. Ces solutions techniques vont devoir permettre de générer du contenu en 24 langues, hein, puisque ce sont les 24 langues de l'Union européenne. Vous me passerez l'envie de les lister parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Ce qu'on retrouvera comme information, ce sont déjà des éléments caractéristiques autour du vin. Donc, ça va être la contenance, la scintillisation de la bouteille, et ensuite les données par verre. Donc, je reviens sur cette notion de 100 millilitres. Donc, on va trouver le degré d'alcool, les ingrédients, on va y venir en suivant sur les ingrédients, les glucides dont sucre, lipides dont acide gras saturé, les protéines, le sel. Donc, ce système-là devra calculer des valeurs, je dirais, énergétiques automatiquement, à base déjà du degré d'alcool, qui est l'élément principal, du sucre résiduel qu'il peut y avoir, et forcément les matières sèches qui ont un léger impact sur la valeur. Et à partir de là, le système va générer un QR code que vous allez pouvoir partager avec votre imprimeur qui viendra le matérialiser sur votre contre-étiquette. Donc, une fois qu'on scanne ce QR code, on obtient quoi? On obtient toutes les valeurs dont on parlait, plus la liste des ingrédients. Alors, la liste des ingrédients, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ce qui est sûr, c'est que l'ingrédient principal, c'est du raisin ou du jus de raisin, ça, on est tous d'accord, mais vont rentrer après en considération d'autres éléments. Donc, par exemple, est-ce qu'il va y avoir du mou de raisin concentré? Est-ce que, forcément, si on a rajouté du sucre, lui, il devra être mentionné. Pour les vins effervescents, il y a la liqueur de tirage. Mais ensuite, il y a toute une discussion sur les 23 entrants qui sont, je dirais, labellisés au niveau de l'Europe, qui sont les régulateurs d'acidité, les conservateurs antioxydants, les agents stabilisants, les gaz et gaz d'emballage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a mis un inertage, forcément, quand on ouvre la bouteille, ce gaz disparaît. Alors, est-ce qu'il est, effectivement, il est dans la bouteille, mais au moment où on le consomme, il n'est pas dans le vin. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là sur est-ce qu'il faudra mentionner ces éléments-là. Ce qui est sûr, c'est que, comme pour toute composition, il faudra respecter, pour tous les composants dont la quantité est supérieure à 2%, ça va être, je dirais, l'ordre principal, c'est-à-dire, effectivement, le raisin sera toujours numéro 1. Et ensuite, les autres éléments par ordre décroissant. Tous les éléments qui sont inférieurs à 2%, eux, ne seront pas tenus d'être mis dans l'ordre. C'est sûr qu'il vaut mieux que le consommateur il sache qu'il a une boisson à base de raisin plutôt que d'acide tartrique ou autre qui aurait été rajouté.
Alors, nous, depuis qu'on est en train de développer ces solutions pour nos clients et puis pour d'autres viticulteurs qui, bien sûr, vont avoir la contrainte de mettre ceci en œuvre, on s'est rendu compte de pas mal de choses. C'est qu'aujourd'hui, on parle de un QR code versus X QR code. Effectivement, quand on est un producteur qui a un domaine avec un vin, on peut tout à fait imaginer que ce vin-là est globalement homogène et que donc on va avoir un QR code pour l'ensemble de la production. Maintenant, quand on est un opérateur de taille plus importante et que ce vin fait l'objet de plusieurs cuvées, aujourd'hui, il y a encore des incertitudes sur est-ce qu'il faudra un QR code par vin ou un QR code par cuvée. Tout simplement parce que d'une cuvée à l'autre, il pourrait y avoir des variations, ne serait-ce qu'au niveau du degré d'alcool, ou même au niveau des ingrédients. Donc effectivement, on peut se retrouver avec des vins qui, historiquement, avaient la même contre-étiquette, avoir une variation au niveau du QR code due à la variation de cuvée. Et là, très certainement, on voit apparaître des contraintes techniques par rapport aux gros opérateurs, même aux marques distributeurs qui peuvent avoir plusieurs fournisseurs pour le même produit, avec effectivement une gestion des matières sèches au niveau des étiquettes qui peut devenir un peu plus complexe. Ce qu'on constate également chez Prooftex, c'est que du coup, cette contrainte est en train de se transformer un peu en opportunité aussi pour certains acteurs économiques, tout simplement parce que rien n'empêche de sérialiser le QR code. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un QR code différent pour chaque étiquette. L'important, c'est que quand je scanne le QR code, j'arrive sur la même information. Et donc, on a plusieurs producteurs de vin aujourd'hui qui cherchent à utiliser ce QR code comme élément de traçabilité. Traçabilité pour identifier les bouteilles, les cartons, les palettes et les circuits de distribution dans lesquels ils vont se retrouver. Donc, effectivement, c'est l'opportunité de transformer cette contrainte en solution technique pour la gestion des flux commerciaux. Donc, en conclusion, il y a encore pas mal d'incertitudes. La seule chose, finalement, je dirais presque, qui est gravée dans le marbre, c'est la date de décembre 2023. Malgré tout, on sait qu'il y aura une tolérance pour sa mise en œuvre. Ce que nous, on constate, c'est qu'il y a vraiment des acteurs économiques qui sont très fébriles parce qu'ils veulent lancer leurs impressions d'étiquettes d'ores et déjà. Et toutes ces incertitudes ne sont pas là pour rassurer, je dirais, le marché. Alors, moi, je voudrais apporter un élément de réassurance, c'est qu'à partir du moment où on est sur du numérique et qu'on a un QR code, l'opérateur avec lequel vous allez travailler aura toujours la possibilité d'aller vous aider à modifier les données qui ont été stockées dans un système d'information pour être en conformité avec la loi si jamais il y avait des éléments qui venaient à changer à la dernière minute. Voilà, donc c'est un sujet dont on va être appelé à parler encore. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'aura pas, je dirais, le décret officiel émanant de la Commission européenne, il y aura encore des incertitudes. Donc, voilà.